comme un roman. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai essayé d'innover et de vous proposer une vidéo un peu différente de ce que j'ai pu faire par le passé. J'ai rassemblé dans cette vidéo une série de livres qui ont des statuts différents. Soit ce sont des romans, mais ils ont à l'intérieur soit des objets non fictionnels, soit en termes d'écriture, ils sont très différents du roman classique. Ou alors ce ne sont pas des romans, mais j'ai considéré qu'ils pouvaient se lire comme des romans, et j'ai aimé rassembler tous ces livres-là dans cette vidéo pour vous en parler. EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Oui, je vais vous parler de Suzanne de Frédéric Pommier. Dans ce livre que j'ai trouvé particulièrement touchant, Frédéric Pommier revient sur la vie de sa grand-mère. Et pourquoi le fait-il? Parce qu'en fait, il la suit toute sa vie, lui, son petit-fils, et lorsqu'il la voit à la fin de sa vie être dans un EHPAD, qu'il la voit décliner, qu'il la voit parfois malmenée, ça lui fend le cœur. Et vous avez dans ce roman ou ce documentaire, ça dépend quel statut vous voulez lui donner, vous avez tout l'amour d'un petit-fils, donc c'est hyper touchant, mais vous avez aussi toute sa colère, parce que lui, il est agressé par ce qu'il voit. Il se rend compte que le système déraille, et lui, c'est sa façon d'alerter. Frédéric Pommier, c'est un homme de lettres, c'est un journaliste, et sa façon d'alerter, c'est d'écrire, c'est de nous dire « regardez ». Et il le fait de la plus belle des façons, puisqu'il le fait à travers une déclaration d'amour à sa grand-mère. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ma grand-mère, c'est une femme. C'est une femme qui a vécu, qui a eu des maris, qui a eu des enfants, des petits-enfants, qui a joué au tennis, qui a fait de la couture ou je ne sais quoi d'autre, qui a eu toute cette vie magnifique, qui a eu cette vie de femme, et aujourd'hui elle se retrouve enfermée dans un EHPAD où elle est totalement diminuée et infantilisée. Et ça le rend dingue, et je comprends pourquoi. Et lorsqu'il écrit ce livre, il écrit de façon très forte les passages où il parle des EHPAD. Il a un style très sec, très incisif, et par contre, il a un style beaucoup plus fleuri et beaucoup plus doux lorsqu'il parle de sa grand-mère, parce que là, il y met tout l'amour. C'est plus la colère qui l'emporte, mais vraiment tout l'amour. Et à ce titre, ce roman, qui est entre deux donc, nous offre un panorama de tout ce qu'on peut faire en littérature. On parle de choses réelles, mais aussi de choses plus abstraites, et vraiment c'est assez touchant. Dans ce très bel hommage d'un petit-fils à sa grand-mère, c'est aussi le renvoi de notre avenir, de ce qui nous attend si nous ne faisons rien, et puis c'est un rappel à la vigilance vis-à-vis de nos aînés. Ce que je vous ai dit peut paraître un petit peu plombant, on se dit oui, il va nous parler d'EHPAD, c'est pas très drôle. Ne croyez pas ça, ce livre est vraiment très beau, il est très facile à lire, l'écriture de Frédéric Pommier est très fluide, et puis surtout, il se lit comme un roman. Dans le roman suivant, vous allez voir, on touche encore un peu avec les mêmes thématiques, mais de façon totalement différente, puisque je vais vous parler de Mémé de Philippe Torreton. Alors ce livre est sorti il y a quelques années, et il avait bien fonctionné, pas seulement parce que Philippe Torreton est acteur et très connu, mais aussi simplement parce que le roman était juste adorable. C'était une espèce de déclaration d'amour du petit-fils pour sa grand-mère, cette grand-mère qui l'a suivi toute sa carrière, qui est morte récemment, et qu'il allait le voir jouer sur scène, qui lui donnait un immense amour, et qui avait en même temps une grande simplicité. À ce titre, le choix de Mémé comme titre est très intéressant. Moi, j'ai toujours appelé mes grands-mères Mémé, et je me souviens d'avoir eu des remarques de gens me disant « Mémé, ce terme, on dit plutôt mamie, c'est plus élégant ». Oui, mais lui le revendique, c'était ça Mémé, et j'ai trouvé ça tellement touchant. Alors il n'y a rien d'autre dans ce livre, juste une déclaration d'amour, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est plein de nostalgie, c'est plein de beauté, c'est plein de poésie, et voilà, c'est peut-être pas un grand livre, et c'est pas un grand roman, mais bon sang, cet amour-là, on a envie de le partager. Le livre suivant va vous surprendre, en effet ce n'est pas du tout un roman, c'est une BD. Mais cette BD, je l'ai placée là parce que je trouve qu'elle se lit comme un roman. Déjà, elle a été publiée chez Sonatine. Sonatine ne publie pas du tout de BD, c'était leur première fois. Sonatine publie des romans, des polars. Et là, ils ont publié L'Accident de chasse. Une magnifique BD, vraiment très épaisse, tout en noir et blanc, très intéressante et qui vraiment se lit comme un roman avec une histoire d'une grande ampleur à l'américaine. Alors, nous sommes à Chicago en 1959 et nous suivons l'histoire d'un enfant qui se retrouve confié à son père parce que sa mère est décédée. Et il rencontre ce père qu'il n'a pas tellement connu, et c'est un petit peu étrange parce que ce père est aveugle. Ce père a perdu la vie lors d'un accident de chasse. Ce que découvre l'enfant au fil du temps, et on le voit grandir, c'est que l'histoire que lui racontait son père n'est peut-être pas la vraie.
Et vous avez à l'intérieur de cette BD un enchâssement de récits. Vous avez le récit de son père, vous avez plusieurs histoires qui se mêlent, on découvre la prison, on découvre plein de thématiques abordées. C'est très bien fait, l'écriture est superbe, le dessin peut paraître un peu rebutant au début, ce noir et blanc, tous ces petits traits, ce graphisme est assez étonnant, mais si vous vous plongez dedans, je peux vous assurer que vous le lirez comme un roman. D'ailleurs, ce livre, cette BD se découpe en chapitres, et c'est pas anodin. Vraiment, on nous raconte une histoire, morceau par morceau, et les pages de garde sont absolument magnifiques. À ce titre, elles parlent beaucoup et donnent beaucoup de l'essence de ce que va être chaque chapitre. Landis Blair passait une journée entière pour faire l'ancrage d'une double page. Cette BD, c'est 3600 heures de travail pour l'ancrage. C'est vraiment un monument. C'est un livre qu'il faudrait mettre entre toutes les mains, c'est quasiment une œuvre d'art. Un roman, œuvre d'art, BD. Un truc hybride que j'ai pris grand plaisir à lire et que je vous conseille. L'anecdote très intéressante, c'est qu'en plus, c'est une histoire vraie. Le scénariste nous raconte l'histoire de son père. C'est lui, l'enfant, le personnage principal. Et c'est vraiment très intéressant et très touchant. Donc si vous aimez la bande dessinée, lisez-le. Mais si vous n'aimez pas la bande dessinée, regardez-le quand même parce que je pense que vous pourriez y trouver votre compte. Le livre suivant est vraiment un roman, c'est L'Adversaire d'Emmanuel Carrère. Alors c'est un livre très connu, de toute façon Emmanuel Carrère est un auteur très connu, c'est un des plus grands auteurs français actuels. Moi personnellement j'ai lu beaucoup de livres de lui, c'est quelqu'un que j'aime énormément, qui a une écriture extraordinaire. Et Emmanuel Carrère, un de ses gimmicks, c'est de s'inspirer de la vie des gens ou de sa propre vie pour écrire des romans. Il mélange vérité et fictionnel, et en fait c'est la grande force de ses romans. C'est-à-dire que ce n'est pas de la biographie, il insuffle une telle vie, une telle force dans les récits des vies qu'il raconte, que du coup on obtient un roman, mais un roman avec une saveur très réaliste. À ce titre, je vous conseille la lecture du Limonov, qui est absolument extraordinaire. Le personnage de Limonov est déjà en lui-même un personnage bigger than life, comme disaient les Américains. Mais ce que Limonov en fait, c'est remarquable. Mais avant Limonov, il nous avait déjà proposé L'Adversaire. Et pour L'Adversaire, il avait pris l'histoire de Jean-Claude Roman. Jean-Claude Roman, en 1993, se prétend médecin, a une femme, des enfants, un chien, des parents. Et tout d'un coup, au bout de 20 ans, il est acculé et obligé de reconnaître qu'en fait, il a menti. Il n'est pas du tout médecin. Il a dilapidé la fortune de ses parents en leur faisant croire qu'il faisait des placements. Il se retrouve totalement bloqué et il décide de tuer sa femme, ses enfants, son chien et ses parents. Voilà. Alors, il y a une tentative de suicide de sa part, il se loupe et se retrouve au procès. Et Emmanuel Carrère assiste au procès, rencontre Jean-Claude Roman et à partir de là construit un roman. Et ce qui est bluffant, c'est qu'en termes d'écriture, vous avez un mélange de tout ça et ça fonctionne. C'est un roman que j'ai adoré lire. Vous le lisez comme un roman, vous pouvez parfaitement ne pas savoir que Jean-Claude Roman existe, mais si vous le savez, ça a une petite saveur supplémentaire. En plus, le livre est court, il est facile à lire, l'écriture de Carrère est fluide. Vraiment, c'est un roman, si vous n'avez jamais eu l'occasion de lire, lisez-le. Et si vous ne connaissez pas encore Carrère, je pense que c'est la meilleure porte d'entrée pour voir son style, son écriture. Le livre suivant dont je vais vous parler a été écrit par celle que je considère comme étant la plus grande écrivaine française actuelle. Et quand je dis écrivaine, je ne parle pas de femme, je parle de tous les écrivains, quels qu'ils soient, hommes et femmes. Pour moi, c'est Mélisse de Kerangal. Je trouve qu'elle a ouvert une voie en termes d'écriture. Son style est très particulier et peu dérouté. Je connais beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout son style. Elle est très froide, très distanciée. Mais dans son roman Réparer les vivants, c'était nécessaire. Elle aborde une thématique très compliquée, à savoir le don d'organes. Et dès le début du roman, c'est absolument... ça vous coupe le souffle. C'est un jeune surfeur qui part, et voilà, il part avec ses copains surfer, ils reviennent, et dans la camionnette, malheureusement, ils ont un accident, et un des jeunes meurt. Et vous suivez tout le fil de ce qui va se passer. Le don d'organes, la réaction des parents face au décès de leur enfant, les personnes qui vont accueillir le cœur ou d'autres parties du corps de ce jeune homme. C'est absolument incroyable. L'écriture est ciselée et distanciée, mais du coup, elle ne laisse pas du tout place à quelque chose qui pourrait être glauque. On est vraiment dans de l'analyse médicale, mais parfois aussi totalement dans l'empathie. C'est vraiment intelligemment fait. C'est un des plus beaux romans que j'ai lus sur ces 20 dernières années parce qu'il est très intelligent, très pensé. Et là encore, on est sur du roman,
mais vous sentez que vous flirtez avec quelque chose d'autre qui n'est pas du documentaire, mais qui est de l'ordre de l'apport intéressant de ce qu'elle pourrait nous raconter de la vie d'infirmiers, de médecins, de parents, de tous ces gens qui constituent notre quotidien, qui font nos vies. Et voilà, et moi j'avais trouvé que ce roman était vraiment intéressant. Il y a eu une adaptation film, alors elle est bien faite, mais en même temps, je trouve que s'il n'y a plus l'écriture de Mélisse de Kerangal, on perd beaucoup. Le film rend justice au roman, mais pour moi, ce qui est vraiment le plus important, c'est de lire ce roman au statut si particulier. On va parler maintenant d'un roman que j'ai lu il y a pas mal d'années, ça s'appelle Les Heures, et c'est Michael Cunningham qui l'a écrit. Pourquoi je vous en parle? Parce que ce livre, là encore, est un petit peu étonnant. Michael Cunningham, dans ce livre, prend un personnage qui a vraiment existé, Virginia Woolf, et fait une mise en abîme dans son roman. Elle est une des 3 femmes dont Cunningham va nous raconter l'histoire. Vous avez donc Virginia Woolf, une autre femme dans les années 60 et une femme contemporaine. Et la femme contemporaine, au début du roman, dit qu'elle sort pour acheter des fleurs, comme le faisait Mrs. Dalloway dans le roman Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Vous voyez un petit peu le cheminement, la mise en abîme? Et à ce jeu-là, je crois que Cunningham est un maître. Il a réussi à construire un roman ultra féminin, très intelligent, bien écrit et qui rend hommage à Virginia Woolf et aux femmes. Ce livre aborde aussi beaucoup de sujets intéressants. Il aborde la santé mentale. Vous savez que Virginia Woolf s'est suicidée et que voilà, c'est un sujet qui l'intéresse et il le fait très bien. Il parle aussi du rapport que nous avons au temps. Le roman s'appelle Les Heures. Et il questionne aussi les conventions sociales et les mœurs sexuelles. C'est vraiment un roman très riche et qui pourtant est très facile à lire. Tous ceux qui l'ont lu l'ont aimé. Voilà, c'est vraiment un roman très 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 simple et qui aborde pourtant des thématiques très difficiles et qui réussit ce jeu de mise en abîme à la perfection. Il y a quelques années, il y a eu un film de fées qui est absolument super, qui est une très bonne adaptation. Et dans le rôle de Virginia Woolf, vous avez Nicole Kidman, qui à l'époque s'était grimée pour avoir le physique de Virginia Woolf, et notamment son nez. Et c'était vraiment très bien fait. Le reste du casting pour les 2 femmes des 2 autres générations sont jouées par Julianne Moore, excusez du peu, et la 3e, la fabuleuse Meryl Streep. Et à la réalisation, vous avez Stephen Daldry, qui a fait, entre autres, Billy Elliot, bah oui, et The Reader, là encore l'adaptation d'un formidable roman. Donc vraiment, faites-vous plaisir, lisez Les Heures. Les Lettres portugaises est un roman épistolaire paru en 1669. Alors là, effectivement, on est sur du classique, de la littérature un peu ancienne, mais qui se lit toujours très bien. Et pourquoi je vous en parle? Ce roman est un roman épistolaire qui a été écrit, du moins c'est ce qu'on croyait à l'époque, par une religieuse portugaise. Et tous les lecteurs de l'époque ont cru que ces 5 lettres qui constituent ce roman épistolaire avaient vraiment été écrites par une religieuse portugaise. Et ces lettres étaient tellement enflammées, tellement pleines d'amour pour son chevalier, pour son marquis, je crois. C'était vraiment un courrier absolument génial que je vous conseille de lire parce que ça n'a pas vieilli. C'est plein d'amour, c'est plein de passion. Et donc forcément, ça avait fait un petit scandale, une religieuse qui écrit ce type de courrier à son amant, pensez donc. On a découvert plus tard qu'en fait, ce n'était pas du tout une religieuse, c'était bien un auteur, un homme, qui avait fait croire de publier ça de façon un peu anonyme pour faire, aujourd'hui on dirait faire le buzz, mais vous voyez déjà, ça marchait à l'époque. Gabriel de Guillerade, sur le coup, avait été bien malin. Et les lettres aujourd'hui ont plutôt bien vieilli. Et si je vous en parle, c'est que vraiment, vous pouvez les lire. Cette passion, et puis ce regard porté de cet homme qui s'est fait passer pour une femme, une religieuse qui plus est, pour écrire des lettres, et qui avait réussi à l'époque à faire croire qu'elles étaient vraiment écrites par des femmes, par une femme. Je trouve ça assez génial. Pour l'époque, c'était très original. Depuis, je ne sais pas si vous en souvenez, mais ça a été fait plein de fois. Et moi, quand j'étais petite, je me suis fait avoir. Alors, celles de ma génération connaîtront peut-être des cornichons en chocolat. C'est écrit par Stéphanie. Moi, quand je l'ai lu, j'étais au collège et j'étais persuadée que Stéphanie, elle existait vraiment. Mais en fait, pas du tout. En fait, Stéphanie, elle n'existe pas. Et des années plus tard, je découvre que c'est Philippe Labro qui a écrit Des cornichons au chocolat. Philippe Labro qui se fait passer pour une jeune fille, une jeune collégienne, qui écrit ce roman, et moi, j'y ai cru. Quand je commence à vous raconter l'histoire, on est au XVIIe siècle, on est au XXe siècle, ça change rien. Le coup de se faire avoir, de faire croire que, ça marche toujours. Il faut dire que le succès des lettres portugaises avait été immédiat et que ça a donné vraiment beaucoup d'inspiration et beaucoup d'auteurs s'en sont emparés, soit vraiment dans leurs romans, soit de façon totalement anecdotique.
On a souvent dit que Stendhal s'en était inspiré notamment lorsqu'il narrait les sentiments de ses personnages. Faire croire à la véracité de ces textes est une des méthodes employées par les auteurs pour vendre des livres, pour vous faire croire que c'est la réalité, et ça marche. Bon, là vous m'avez vu venir, hein, j'ai intitulé cette vidéo Comme un roman, donc Daniel Pénac, on va y revenir. Comme un roman, ce livre formidable, qui s'appelle volontairement Comme un roman alors que c'est un documentaire, et voilà, on y est encore, ce jeu de double niveau. Et ça, c'est absolument passionnant en littérature. Alors, je ne vais pas vous refaire Comme un roman, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, vous connaissez le sujet, mais rappelez-vous que quand même, quand on lit un livre, on peut parfois se faire avoir, et on aime ça, et parfois, on aime flirter entre plusieurs styles. Moi, mon métier, c'est bibliothécaire, et on doit toujours ranger les livres dans des cases. C'est un roman, c'est un documentaire, c'est pour la jeunesse, c'est pour les adultes, c'est une BD jeunesse ou adulte. On met des tranches d'âge. En fait, ce qu'on se rend compte au quotidien, c'est que les livres, ça rentre pas dans des cases. Et en fait, c'est ça qui est génial. Le nombre de fois où on doit se triturer le cerveau parce qu'on ne sait pas où ranger un livre quand on le catalogue, c'est juste que le livre, c'est un bijou, c'est une œuvre d'art, c'est ciselé, c'est magnifique et ça rentre pas dans les cases. Et ça, je peux vous dire que si nous bibliothécaires on rame, moi, la lectrice que je suis, j'adore. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle est un petit peu différente, donc n'hésitez pas en commentaire, vous avez le droit de me dire que vous n'avez pas aimé, qu'il ne faut plus en faire des comme ça, ou si au contraire vous aimez l'idée que je fasse des vidéos sur des thématiques, j'ai plein d'idées que j'aimerais partager avec vous, donc voilà, si jamais ça vous a plu et que vous avez eu le courage de regarder jusqu'au bout, dites-le moi en commentaire, ça me fera très 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 plaisir. Voilà, en attendant je vous embrasse, je vous invite à liker, à partager, à commenter, et je vous dis à la semaine prochaine. EHPAD. Établissement. Ah, pourquoi j'y arrive pas? C'est bon? C'est super de proposer. Mm, mm. Mm, mm.